évoqué Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, le débat demain soir, Bardella contre Attal, ce que vous disiez, Françoise de Gois, dans votre édito, c'est-à-dire que on met quelqu'un qui n'est pas candidat en débat. Donc ça pose problème. En fait, en Italie, on a rejeté, annulé ce débat qui était prévu. Giorgia Meloni et Elly Schlein, qui est la chef de l'opposition socialiste. Donc a priori, étant donné ma sensibilité, je devrais être en colère, mais je trouve qu'au nom de la justice, l'équivalent de italien de l'Arcom a eu raison au nom de l'équité d'interdire ce débat. Il y a la volonté, comment dirais-je, commerciale, politique, aussi l'intérêt politique de faire du succès d'audience. Bien sûr que Bardella et Jordan Bardella et Gabriel Attal, ce sont les deux rockstars, nouvelles jeunes rockstars de la politique française, mais c'est inéquitable sur le plan démocratique. Je me demande ce que fait l'Arcom, sérieusement. Je ne sais pas ce qu'en pense Eric. Mais bon, on verra. Oui, c'est une question. Tiens, question pour Valérie Expert et Gilles Gansman dans l'émission Média. Ils ont réagi. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont réagi, ils ont demandé à la direction de France Télévisions comment il mettrait en place ce débat et comment alors c'est pas le mot compenser, mais comment il ferait vivre le débat démocratique. Ils ont posé une question à la présidence de France Télévisions. Cela dit, à partir du moment où c'est un soutien explicite de Valérie Ayer, il va être considéré évidemment Attal comme soutien. Donc ce sera le décompte, quoi. Non, mais symboliquement, les gens qui nous écoutent, honnêtement, ça veut dire que vous hissez Jordan Bardella au rôle de Premier ministre, qu'il n'est pas, et vous le hissez, vous lui donnez un avantage inimaginable. Sait-on jamais. Si il y a un succès du Rassemblement national, s'il y a des discussions ensuite pour une dissolution de l'Assemblée nationale, alors évidemment avec des vous voyez ce que je veux dire. Bon, l'assurance chômage, on va en parler dans un instant aussi, parce qu'il y a des consultations qui sont en cours là pour revoir un petit peu tout ça. Et puis, juste petite question, évidemment, que l'on posait à la fin du journal tout à l'heure, avec ce plan national autour des animaux de compagnie. Non mais, c'est une question très sérieuse. Combien d'animaux de compagnie en France? On disait 18 millions, mais 18 millions, ça concerne probablement uniquement les chats, les chiens, etc. Parce que quand on fait le décompte, Éric Revel, qui est le spécialiste des comptes, évidemment, on est à peu près à 80 millions, 80 millions d'animaux de compagnie. Alors vous comptez les poissons rouges et les perroquets. Numéro 1, près de 29 millions de poissons rouges, notamment de poissons. De poissons, évidemment. Donc c'est un sujet. Non mais c'est un sujet assez important. Vous savez que même les politiques, évidemment, s'en préoccupent. Dans certaines villes, je ne les citerai pas, mais des villes où il y a plutôt des écolos qui sont à la tête de... on est en train de se poser des questions pour mettre en fait des freins pour que les habitants aient moins d'animaux de compagnie. Écoutez, moi, je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que celui qui est intelligent en politique, c'est celui qui s'empare aussi de la question du bien-être animal. Je vous assure que mais c'est très très important. Ça touche la vie des gens. Les animaux de compagnie souvent se substituent à une vraie solitude morale, une vraie solitude sociale. D'où la demande d'un congé lors de la mort d'un animal. Mais bien sûr, congé d'une journée. Vous avez des drames qui se nouent autour de la mort d'un animal, ça participe de l'équilibre familial, ça participe aussi de l'éducation des enfants. Excusez-moi, mais moi je pense que ça manque complètement dans les programmes politiques. C'est toute une économie. Oui, bien sûr. C'est énorme. L'économie des vétérinaires, des croquettes, on sait tout ça. Bien sûr. Mais bon, je ne vais pas minimiser le débat sur la souffrance animale ou l'animal comme équilibre psychologique pour les personnes. Mais vous voyez, moi par exemple, imaginez... Vous avez un animal de compagnie? Oui, moi j'ai un chien, un chat. Non, mais quand j'étais jeune, j'avais des lézards. Des lézards. Donc, imaginez qu'on ait le droit à une journée de deuil pour la mort de son animal de compagnie. Vous voyez, moi, j'avais 2 lézards. J'avais 2 lézards. Donc, non, mais Eric, je sais que vous vous marrez. Ce qui me semble plus important, je vais vous dire, en revanche, c'est la question dans les EHPAD. Est-ce que, oui ou non, on peut accueillir son animal de compagnie? Alors, pas partout. Pas partout, visiblement. En réalité, ça peut être une véritable
thérapie. Vous voyez, quand vous avez peu de liens sociaux ou peu de visites d'une partie de votre famille, eh bien, alors après, il y a toutes les questions qui se posent concrètement, Patrick, parce que vous êtes un homme du concret. Vous voyez, quand vous avez un chat dans un EHPAD, il faut savoir qui change la caisse du chat, quoi. En tout cas, c'est une question qui a été soulevée. C'est vrai. Non, mais c'est une question qui a été soulevée. Et il y a des groupes qui autorisent maintenant, pour ces raisons-là que vous venez d'indiquer, que je trouve très importantes. Vous savez que dans la psychiatrie moderne aussi, il y a une thérapie par les animaux. Il y a aussi les chevaux avec les autistes, avec les schizophrènes. Il y a véritablement, moi je trouve ça passionnant parce que quand même, ok, on ne sera peut-être pas d'accord, mais c'est quand même le signe du progrès en fait humain. Je trouve que c'est le signe de le respect de l'animal. Ah oui, le respect de l'animal, bien sûr. L'idée d'intégrer, si vous voulez, l'animal dans la vie sociale. Il y a trop d'animaux de compagnie. Non, mais pourquoi il y en aurait trop ? Parce que par exemple, les chats évidemment tuent en fait des oiseaux. Ce sont des prédateurs, etc. Ce sont beaucoup d'écologistes qui le disent, mais de façon très sérieuse. Vous connaissez Rome, par exemple, Patrick. Vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle la colonie des chats à Rome, au centre de Rome, dans le Forum. Vous avez des milliers. Vous avez toujours des milliers maintenant de chats. Ils sont des milliers. Ils sont installés dans les ruines. Ils sont nourris par les Romains. Il y a des petites, à intervalles réguliers, vous avez des gens du quartier qui sont nommés pour les nourrir. On laisse vivre ces chats en liberté. Écoutez, moi, en quoi est-ce que ça gêne quoi que ce soit, un écologiste ou pas ? Oui, voilà, c'était une parenthèse dans l'actualité, mais c'est un sujet préoccupant. Éric Revel, donc ça va changer pour l'assurance chômage là ? Oui. Alors, si vous voulez, on est quand même dans une incohérence, me semble-t-il, gouvernementale totale. D'abord, parce que d'abord, c'est pourquoi incohérence, pourquoi ? Parce qu'on va diminuer. Non, attendez, c'est pas ça. Vous allez tout nous dire juste après la pause, dans un instant, 8h21. Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h24. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de se rendre lui-même en Nouvelle-Calédonie ? C'est ce que l'on va voir dans un instant avec vous, parce que là, il est en vol. 25 heures de vol pour aller en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. On va en parler ensemble. Mais juste avant ça, sur l'assurance chômage, Éric Revel, qu'est-ce qui est en train de se préparer là ? Il y a une nouvelle grande réforme qui est en préparation. Je rappelle qu'il y en a eu 2 autres déjà par le passé, qu'on n'a même pas tiré les conclusions des 2 précédentes, qu'on lance une 3e réforme. Ça, c'est le premier point. Oui, on n'a pas tiré. Il y a aucun rapport qui montre l'efficacité des précédentes réformes, notamment sur la réduction du montant des indemnités chômage. Ça, c'est la première incohérence. Deuxième incohérence, il faut savoir que qu'on veuille remettre les gens au travail, les inciter avec une dimension politique, c'est que peut-être que le seul objectif que pourrait atteindre Emmanuel Macron en 2027, comme il l'a promis, c'est celui d'un chômage structurel, du plein emploi. Vous voyez, on est mal barré parce que la croissance est en train de ralentir. Mais l'incohérence qui est absolument hallucinante, c'est qu'une fois de plus, ce gouvernement et donc son chef, le chef de l'État, reviennent sur leurs promesses. Je vous rappelle que l'idée qui a été vendue sur toutes les réformes de l'assurance chômage en France, c'est de dire, quand la conjoncture est mauvaise, on desserre un peu l'étreinte et on permet une meilleure indemnisation ou un nombre de mois travaillés plus restreint. Et au contraire, quand la conjoncture est très bonne, on rigidifie un peu le système. Qui semble aller de bon sens, dans le bon sens. Sauf que la réforme qui va être présentée va exactement à l'inverse de cette promesse. La réforme qui va être présentée, c'est sans doute d'allonger le nombre de mois travaillés pour pouvoir bénéficier d'un niveau d'indemnité. Mais 8 mois aujourd'hui. Or, aujourd'hui, puisque la croissance est bien moins bonne, on devrait au contraire desserrer les trains. Il y a beaucoup de secteurs, Éric Revel. Attendez, si vous croyez à la politique, il y a beaucoup de secteurs où on ne trouve personne. Donc il y a des emplois. Olivier Dussopt, l'ancien ministre du Travail, avait des emplois disponibles. Oui, mais quels emplois dans des secteurs particuliers, Patrick ? Tous les secteurs. Non, mais Patrick, tous les secteurs. Olivier Dussopt, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais ça vaut le coup. Je vous rappelle quand même qu'on a eu ce débat, et je me souviens qu'Éric Revel avait commenté, il avait raison il avait tort d'avoir raison trop tôt. Il avait commenté les déclarations d'Olivier Dussopt en disant les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Honnêtement, quand vous faites une inversion de cycle comme ça, comment voulez-vous que dans l'ensemble la parole politique démocratique ne soit pas, comment dirais-je, complètement démonétisée ? Vous avez le ministre du Travail qui vous dit voilà ce qu'on va faire. Ça tombe et donc on fait l'inverse. 8 mois pour accéder au chômage. 8 mois. Il y a un chômeur sur 10 qui va être impacté. Ce gouvernement mène des discussions de pure forme. Tout le
le monde le sait très bien. C'est un jeu de dupes. Catherine Vautrin, aujourd'hui, va recevoir les organisations syndicales. Alors, il y a certains qui vont vous dire... On va gouverner par décret. Certains ne vont travailler que quelques mois pour toucher, en fait, le chômage. Très rare, et honnêtement. C'est vrai ou pas, Patrick, c'est très rare. Il y a la moitié des gens qui sont au chômage qui ne sont pas indemnisés. Il faut quand même toujours le rappeler. Non, mais moi, je pose des questions, tout simplement. Bien sûr. Il y a ça, il y a cette incohérence que je viens de vous souligner sur cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et puis, il y a autre chose qui a été laissée en cours de route. Vous vous souvenez que pendant la réforme des retraites, l'une des questions centrales, c'était la fameuse question de l'employabilité des seniors. Le problème des seniors, c'est que quand vous sortez des indemnités chômage des gens... quand vous ne pouvez plus trouver un emploi, vous vous retrouvez au RSA. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une fragilité sociale. Ah non, mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a rien eu de fait sur ce sujet. Il y a eu des décrets, il y a eu des machins, il y a eu des promesses, mais l'employabilité des seniors, je rappelle quand même que la France, par rapport à d'autres pays de l'OCDE, est très en retard. On emploie mieux dans de façon très concrète. Quelqu'un qui, par exemple, se retrouve justement au chômage à 58, 59, 60, 61 ans, et il doit aller jusqu'à 64. Voire plus, s'il n'a pas encore tous ses trimestres. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous hésitez à recruter en fait ces gens-là. Mais bien sûr. Vous arrêtez. Pourquoi ? Parce que vous dites mais est-ce qu'il va s'adapter à mon entreprise ? Est-ce qu'il ne va pas être trop cher ? Je voudrais dire quelque chose. Eric, concrète. Pardon, François. Je rappelle juste comme une chose concrète. Bon, c'est pas pour minimiser, mais vous pouvez très bien être inscrit au chômage sans toucher d'indemnité et avoir un compte de retraite qui continue de croître. Je rappelle. Dernier point très important avant qu'on conclue. Moi, je vous dis juste que sur le plan purement politique, quels que soient les dégâts que ça va faire dans l'opinion, eh bien, il est obligé, le gouvernement, parce qu'il y a un problème, il doit donner sa copie avant le 31 mai pour que le Conseil d'État ait le temps de la regarder. Il faut un mois. Donc, ils sont obligés. Donc, c'est encore une mauvaise nouvelle sur le plan électoral. Et deuxièmement, le groupe Lyotte va tenter le coup de force le 13 juin, puisqu'il a ce qu'on appelle une niche parlementaire, va tenter de faire se joindre un maximum de voix pour bloquer ce décret. Allez, en 30 secondes, est-ce que donc est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de se rendre lui-même en Nouvelle-Calédonie ? Il a eu raison parce que François Mitterrand l'a fait avant lui en 85, j'attends de voir, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, et qu'on paye les musiciens, j'attends de voir ce que ça donnera. Aller en Nouvelle-Calédonie pour faire que de la com, ça m'intéresse pas. Je note que le président de la République s'est missionné lui-même, vous voyez, il s'est désigné comme médiateur en chef. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va négocier. Voilà, on attend. Bon, Thierry Mariani répondra aussi à cette question. Est-ce que